L'invité de 15 cette semaine, c'est Douce Dibondo, autrice du livre La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir cet essai chez Fayard qui traite d'un sujet peu traité. Comment vous définissez la charge raciale? Alors la charge raciale, en fait, une manière de s'adapter constamment dans une société majoritairement blanche, c'est-à-dire donc de fomenter, on va dire, des stratégies d'adaptation, que ce soit au travail, dans son couple aussi parfois, dans ses relations, et de porter un masque pour ne pas subir des micro-agressions ou des macro-agressions d'ailleurs. Mais ce que je montre en fait dans ma charge raciale, dans cet essai, c'est qu'il y a aussi une part qui est très psychique, très individuelle, très centrée dans l'intériorité des personnes racisées, et donc je pousse le curseur et j'explore en fait ce que cette charge raciale fait dans le quotidien des personnes racisées. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre l'exemple du travail parce que c'est l'endroit où, en fait, il y a 70% des personnes racisées qui disent donc, en fait, avoir des stratégies d'adaptation pour ne pas donc, subir de la discrimination au travail, c'est-à-dire le fait, par exemple, pour les personnes noires de lisser leurs cheveux, de ne pas avoir des cheveux crépus ou des locks pour paraître plus professionnels, le fait de ne pas porter des vêtements trop criards, le fait d'avoir une personnalité aussi qui s'adapte à la menace du stéréotype. Donc c'est Raki K qui en parle, qui est une psychologue qui parle de cette menace-là. Par exemple, en tant que femme noire, on attend de moi que je divertisse, que je sois extravertie, que je sois la personne hyper solaire. Et donc, je n'ai pas le droit à l'introversion, je n'ai pas le droit d'être une personne plutôt réservée. Sinon, je suis perçue comme impolie, agressive et qui ne se fonde pas en fait dans l'équipe au travail. Et ça peut desservir, par exemple, pour avoir une augmentation, pour être mieux insérée au niveau du travail. Donc ça, c'est les quelques exemples. Mais ça peut aussi aller, bien évidemment, face à la mort, parce que dans cette charge raciale aussi, il y a une part qui est viscérale, c'est-à-dire la peur de mourir face à la police dans le milieu médical. Vous dénoncez une réelle négrophobie en France et vous allez plus loin, vous dites justement la personne racisée a conscience du danger permanent de mort du seul fait de sa couleur de peau. Est-ce que vous pouvez expliciter? Oui, très tôt, enfant déjà, on nous fait comprendre que notre couleur de peau est synonyme de danger, synonyme d'excellence en fait, qu'il faudra faire 2, 3, 4 fois plus que les autres pour être intégré, pour être perçu comme simplement des personnes humaines. Et très tôt aussi, on subit ce que j'appelle donc le racisme vicariant, c'est-à-dire en fait le fait de voir à la télévision, dans les médias, de voir autour de soi des personnes, d'entendre autour de soi des personnes qui subissent des contrôles de police récurrents, le fait d'être entouré de ce racisme diffus crée en nous une peur de se confronter en fait à ce racisme-là, de vivre cette violence-là, et ça crée de l'hypervigilance. Cette hypervigilance-là peut aussi se manifester dans la somatisation de nos corps, avec des maladies, avec de l'anxiété, avec un stress qui est littéralement un poison en fait, pour le corps des personnes racisées qui subissent ce racisme-là. Et donc ouais, cette prégnance de la mort qui est partout fait qu'on a une psyché dès l'enfance qui se crée d'une autre manière. On va se penser comme en incomplétude. On va se penser comme donc à la maison, on n'est pas tout à fait la même personne qu'à l'extérieur. Et ça crée en fait des crises identitaires finalement. Dans votre livre, vous questionnez cette question du silence. Pourquoi les personnes racisées ne parlent pas de ce poids de la charge raciale? Le silence, pour moi, il est à la fois structurel, c'est-à-dire qu'il vient de l'histoire, il vient donc de cette impossibilité à dire la race. On le voit bien avec la politique de l'autruche de la France qui supprime le mot de la race pour effacer comme par magie le racisme. Et donc il y a ce silence structurel et il y a ce silence aussi de l'autocensure. C'est-à-dire que le fait, parce qu'on voit très bien que dès qu'on commence à évoquer les problématiques de race, on nous minimise en fait notre parole. On dit qu'on exagère, on dit qu'on en fait trop, qu'on est dans la victimisation. Et évidemment, en fait, c'est comme un gaslight en fait permanent. C'est-à-dire qu'on nous fait comprendre qu'on a tort de parler de quelque chose qui est important pour nous, qui est littéralement vital. Et donc, ce qu'on fait, on ne veut pas déranger. On est fatigué de faire de la pédagogie, de quémander notre humanité. Et au final, on se tait. En fait, on tombe dans un silence. Vous dénoncez aussi le silence de la blanchité face aux injustices. Qu'est-ce que vous entendez par blanchité? Alors, la blanchité, c'est un système de croyance, un système idéologique qui pense donc les personnes blanches comme universelles. Et au final, je dis le mot penser, mais c'est pas le bon terme parce que les personnes blanches ne se pensent pas
comme des personnes racisées, avec donc une histoire sociale. Ce sont les autres qui sont des personnes de couleur, ce sont des autres qui sont des ethnies et une différence culturelle. Le blanc, c'est l'universel. Et de surcroît, quand on monte la pyramide de l'homme blanc cinquantenaire. Et donc, cette blanchité-là, en fait, depuis la colonisation, elle a totalement transformé le visage du monde. Le visage du monde s'est conformé à un certain type de beauté, à un certain standard de beauté, à une certaine manière de penser la réussite, à une certaine manière de se conformer en fait à ce que c'est que la culture, par exemple, la culture avec un grand C. Bref, tout ça en fait nous a complètement shifté notre manière de penser le monde en se calquant sur la blanchité. Vous parliez d'une France amnésique de son histoire coloniale qui a fait disparaître le mot race de la Constitution en 2018. Pour vous, il y a un problème en France à regarder son histoire en face et à utiliser les bons mots? Oui, bien sûr. Et ce que je creuse en fait dans mon essai, c'est que la civilisation occidentale a un inconscient collectif. Cette idée-là, elle a plutôt bien circulé depuis Fanon, qui l'explore, qui montre comment en fait il y a des choses, des forces invisibles qui traversent en fait cet inconscient collectif. C'est pour ça qu'on a du mal à regarder cette histoire en face, parce que en effet, elle est lourde, elle est douloureuse. Quand on voit ce qui est arrivé au corps des personnes qui ont été, par exemple, aux Amériques, les personnes noires qui ont subi des atrocités que je n'ai même pas envie de citer, la manière dont les corps noirs ont été, ou les corps racisés en général, ont été utilisés en termes de trophées, par exemple des fois pour du cuir, pour des chaises ou des chaussures. Enfin, vous voyez cette question en fait de comment cette pulsion de mort en fait qu'on a vécue donc il y a quelques siècles, c'est dur de mettre ça sur la table parce que ça voudrait dire peut-être commencer à demander pardon et en tout cas après le pardon, qu'est-ce qu'on fait en termes de réparation? Mais ça, en fait, la France et l'Occident n'est pas prêt à mettre ce sujet-là sur la table parce que ça voudrait dire en fait ouvrir un fil qu'on ne cesserait d'ouvrir et de tirer en fait et en fait la question de ce silence, de cette amnésie, elle est à la fois donc dans le poids de cette histoire et aussi dans une construction très étrange qui est de l'ordre de l'ignorance en fait. C'est très paradoxal, c'est-à-dire que la blanchité, les personnes blanches sont élevées à ne pas voir les autres, les couleurs, à vivre dans une sorte d'universalité comme ça qui est une illusion. Et nous, depuis l'enfance, on perd notre insouciance. Il y a un moment où on a cette conversation avec nos parents, pas forcément avec des mots très politiques, comme je vous disais, il va falloir que tu fasses 3 à 4 fois plus. On se rend bien compte que notre différence, notre couleur de peau, de l'école jusqu'à notre vie intime, en fait, elle change totalement notre manière de vivre et de vivre le monde. Et donc, c'est pour ça que les enfants racisés ont grandi très vite. À contrario des enfants, on va dire, blancs, majoritaires, qui, eux, ont cette insouciance-là jusqu'à très, très longtemps, quoi. Et c'est de là que vient cette amnésie, déjà, dès le plus jeune âge, finalement. Et cet inconscient-là, moi, je le questionne. Je fais appel aussi à de la psychanalyse, je fais appel à de l'art. Comment, en fait, c'est très bien de parler du racisme de manière sociologique, sociale, avec des faits, mais il y a aussi, justement, ces forces invisibles qui sont dans notre psychologie, dans notre inconscient, qu'il faut aussi mettre au jour. On parle souvent en France de la condition noire. Vous préférez, vous, le terme noirité. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Oui, alors, moi, je suis, évidemment, en tant qu'écrivaine, je suis obsédée par les mots et ce qu'ils véhiculent. Et c'est vrai que la condition noire, moi, j'entends tout de suite quelque chose déjà de conditionné, comme la condition des femmes. Voilà, c'est un fait rigide, sociologique, A égale B. Et c'est comme ça, c'est intangible. Enfin, c'est immuable. Et moi, en fait, dans la noirité, ce que je vois, c'est donc avec le suffixe ité, c'est au-delà de la quantité, parce que la condition noire, c'est de la quantité, c'est comment les personnes noires vivent une condition qui est discriminante, qui est oppressive. Et dans la noirité, je vois aussi autre chose. Je vois une expérience
de la condition noire qui est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté souffrant, que le côté du côté négatif. Il y a aussi ce pendant-là où en fait on a une fierté, on a une dignité, où il y a par exemple des militants noirs afro-américains, africains qui ont porté pour moi, à mon sens, cette noirité-là, où malgré notre condition qui est mortifère, on réussit toujours à l'épuiser de l'espoir. Et cette résilience-là, c'est pas, je ne défends pas une résilience coûte que coûte, comme on pourrait le voir, par exemple, dans les clichés des personnes noires qui souffrent, mais qui sont tellement résilientes. Et ça aussi, c'est un cliché, c'est des projections qu'on attend de nous. Cette résilience-là, moi, au contraire, je la vois dans le fait qu'on reconnaît notre souffrance, on reconnaît que parfois on ne peut pas, parfois on doit partir, et pourtant on parvient pour l'avenir, pour les futures générations, à créer des choses de manière communautaire, que ça soit dans l'art, que ça soit dans les écrits qui font trace, que ce soit via les réseaux sociaux. Tous ces champs-là, en fait, pour moi, c'est cette noirité-là qui nous fait tenir malgré le poids de cette charge qui est immense. Vous donnez des exemples dans votre essai, vous racontez à quel point certaines personnes blanches ont tendance à minimiser ou nier les actes ou propos racistes, de peur d'une révolution, vous dites, qui serait lancée par les personnes racisées. Qu'est-ce que vous entendez par révolution ? Oui, alors le mot révolution peut faire peur parfois, je pense. Tout de suite, on imagine un bain de sang, de la violence, des forces armées. Et c'est vrai que face à une violence qui est si grande dans le monde, face au néocolonialisme, à l'impérialisme, face aux millions de personnes qui sont déplacées, qui sont mortes, je pense à la Palestine, je pense au Congo, où il y a en fait, et au Soudan d'ailleurs, où des personnes justement vivent pour moi dans ce sens-là cette charge raciale, c'est-à-dire que les personnes, les corps racisés n'ont pas le droit à la subjectivité, n'ont pas le droit à l'humanité. Et comme je disais, reconnaître cette part-là pour la blanchité, pour la suprématie blanche, c'est en fait ouvrir une brèche qui peut, attiser une certaine colère. Parce que tant qu'en face, on nous fait croire que ce qu'on dit n'est pas vrai, ce qu'on dit qu'on est des personnes hystériques, que nous affabulons, etc., eh ben, il y a peut-être des gens qui s'autocensurent et ne pensent pas forcément à aller creuser en fait, ce que cette histoire française et occidentale dit. Mais à partir du moment où il y a une reconnaissance en fait, de ce passé, de ce racisme, dans tous les pans de notre société au niveau donc des institutions, et ben, je pense que ça va mettre beaucoup de gens en colère. C'est comme quand on réalise, moi pour ma part, j'ai réalisé à 18 ans le sexisme et ce que ça voulait dire d'être une personne femme, par exemple, assignée femme. J'étais en colère, mais pendant des années. Pendant des années, j'étais la rabat-joie de service. C'est-à-dire que dans les soirées, mais il n'y avait rien qui passait. Alors quand le racisme est arrivé, que j'ai conscientisé tellement de choses, mais c'était terminé. J'ai fait le tri, en fait, dans mes amis. J'étais, mais vraiment, l'épée qui tranche, quoi. Je n'acceptais plus les gens qui étaient d'une tiédeur qui me faisaient rager. Et je me dis, donc imaginez de manière collective, s'il y a des gens qui prennent conscience de ce poids de la charge raciale, ça peut créer des révolutions. Et c'est ce que je souhaite au final, quoi. Qu'il y ait des prises de conscience comme ça pour renverser enfin la tendance. Dans votre livre, vous démontrez aussi que l'espace public est foncièrement colonial et vous rappelez que ça a commencé à agacer sérieusement, notamment après le premier confinement et au moment de la mort de George Floyd. On a commencé à réfléchir à nos statuts. Oui, et j'aime bien cette image-là où je dis que tous ces monuments-là à la gloire de ces criminels, pour moi, de ces criminels, que ce soit Napoléon, que ce soit Lyautey, toutes ces statues en fait coloniales, tant que la France continue à être dans cette transe en fait, d'hommage, en fait, cette transe qui rend toujours hommage à ces statues, donc qui nourrit la colonialité, parce qu'on passe devant, et pour nous, c'est totalement rentré justement dans cet inconscient collectif, que c'était des grands hommes qui ont fait des grandes choses. Tant que le moindre geste par exemple, d'entretien, d'hygiène de ces statues, de commémoration, pour moi, entretiennent aussi cette colonialité-là. Et à partir de 2020, quand il y a eu des images, parce que nous sommes des êtres en fait visuels, quand il y a eu et malheureusement il a fallu qu'il y ait un homme noir qui meure sous nos yeux
pour que les gens réalisent à quel point nous étions des corps avec une intériorité, avec une humanité. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une révolution, justement. Partout dans le monde, ça a essaimé, et c'est parti de la Martinique d'ailleurs. On a souvent tendance à l'oublier. C'est donc des militants indépendantistes contre les béquets, justement, qui s'insurgent et renversent plusieurs statues, et ensuite ces révolutions-là, elles essaiment. Et j'ai trouvé que c'était très important, en fait, que cette discussion en France, où il y avait la question de l'effacement de l'histoire et des pierres, etc., de notre grande histoire, soit enfin prise au sérieux. Mais il a fallu une certaine violence, c'est-à-dire qu'il a fallu se frotter littéralement au mur de la Blanchité, aux pierres de la Blanchité, pour qu'il y ait une conversation qui se fasse. Et je pense que cette conversation-là, il y a beaucoup de personnes qui répondaient en disant que nous, ce qu'on veut, c'est pas effacer l'histoire, ou en tout cas changer l'histoire. Au contraire, on veut renverser, on veut que les personnes qui soient mises en valeur soient les personnes qui ont réussi à abolir l'esclavage, à se libérer du joug de la colonisation, et qu'ensuite, pourquoi pas, dans certaines plaques, il y ait mention de ces criminels de guerre. L'histoire, donc, dans son entièreté, elle est accessible, mais qui on adore de manière inconsciente, ce sont en fait les personnes qui ont été victorieuses, qui étaient jadis des victimes et qui sont victorieuses à nos yeux désormais, quoi. Et c'est ça, pour moi, le déboulonnage. Et c'est une des manières aussi de réparer et de s'alléger, pour nous, de cette charge raciale. Vous montrez aussi à quel point au quotidien on est ramené à notre couleur de peau avec la fameuse phrase « tu viens d'où ?» Vous avez d'ailleurs trouvé plusieurs subterfuges pour répondre à cette phrase. Racontez-nous. Oui, alors ça c'est en soirée ou dans des contextes mondains, dans certains milieux gauchistes d'ailleurs, pas que de droite, où la question de l'origine est très vite amenée après ce que tu fais dans la vie en général. Et moi, oui, j'aime bien m'amuser comme ça à dire non, mais je viens des toilettes et toi, voilà. Et une fois de plus, c'est encore une stratégie d'adaptation, l'humour, hein, mine de rien. Mais je vois bien que ça déstabilise totalement la personne en face de moi, et on passe à autre chose, on passe à un autre sujet. Et en fait, cette stratégie d'adaptation-là, je l'utilise parce qu'au départ, je me disais, c'est vrai que je suis née au Congo, voilà, je viens littéralement d'un autre pays, donc pourquoi ne pas y répondre ? Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la personne en face, elle n'est pas censée savoir que je viens d'autre part. En fait, c'est ma couleur de peau qui ne se dilue pas en fait, dans le territoire qu'est la France. Et c'est pour ça que je suis renvoyée à autre chose, à l'autre, à cette étrangère en fait, qui ne pourrait jamais vraiment s'intégrer justement dans la France. Et donc ouais, on trouve des petites astuces comme ça, mais le but, ce serait de ne plus jamais en trouver, en fait, humour ou pas. Il faudrait qu'on ne nous pose plus la question. C'est ça. Vous dénoncez un racisme systémique qui commence à l'école, se poursuit au travail et sévit dans les médias et les institutions. C'est sans fin. C'est sans fin tant qu'on n'apprend pas justement dans les livres d'histoire à l'école ce qui s'est réellement passé, que la colonisation, ce n'était clairement pas un cadeau en fait pour les nations qui ont été colonisées. Il faudrait qu'on apprenne aussi que le code noir en Algérie, le code noir aux Antilles, ce que c'était littéralement d'être une personne meuble, c'est-à-dire qui n'avait pas de statut juridique, donc une non-personne qu'on pouvait posséder. C'est-à-dire que c'était ça, les corps noirs. Il faudrait parler aussi du code de l'indigénat qui a été déjà institué en Algérie et dans d'autres colonies françaises. Ce que ça disait en fait du rapport au corps, et que c'est dans ces anciennes colonies-là que la police aussi s'est entraînée à mater les populations, à mater et à nasser, à avoir des techniques en fait d'appréhension des populations et des révoltes, etc. Et en fait, toute cette histoire-là, c'est quand on sort du système éducatif, de l'éducation nationale, qu'on a le vertige, en fait, déjà, et qu'on se rend compte qu'on nous a menti. Et ça met en colère aussi. Et ça, c'est déjà une charge, en fait, de se dire, on m'a menti, et en plus, il va falloir que je déconstruise tout ce qu'on m'a appris pour essayer de tenter quelque chose, peut-être trouver une libération, mais qui n'est jamais certaine. La preuve, on en parle, nous sommes en 2024, et ça fait 400 ans qu'on a vécu une histoire qui change la vie qu'on a en tant que personne noire jusqu'à présent, et en tant que personne racisée de manière large. Donc oui, c'est peut-être infini. En tout cas, moi j'ai l'espoir que les nouvelles générations
elle change la donne aussi par les réseaux sociaux. Mine de rien, on va beaucoup fustiger les réseaux sociaux en disant que c'est des lieux de cyberharcèlement. C'est le cas. C'est des lieux de violence, c'est des lieux où des gens se lâchent. Mais punaise, mais qu'est-ce que c'est... Il n'y a pas plus anarchique, en fait, que les réseaux sociaux pour changer la donne. Et c'est là que mon espoir réside, quand il y a des personnes qui sont sur TikTok qui arrêtent de consommer en fait des vapoteurs parce que en fait c'est à cause des minerais qui sont utilisés au Congo qu'on réussit en fait à fabriquer nos téléphones et ces vapoteurs, etc. Et ben ça dit quelque chose. Quand on réussit à imposer un boycott à Starbucks, à Carrefour, parce qu'on se rend compte que ces personnes-là soutiennent le régime de l'État d'Israël, ça, c'est faire quelque chose et c'est de justement dire non et s'alléger justement de cette charge raciale. Et en tout cas, d'être en alliance en fait globale, en alliance avec les peuples qui subissent cette charge raciale-là, à la fois en Occident, mais à travers le monde aussi, parce que cette charge raciale, elle est à la fois individuelle, comme je le dis, mais elle est aussi collective. Et vraiment, pour moi, je me rends compte que les révolutions, elles se font tous les jours, et c'est magnifique de les observer aussi. Vous pointez aussi du doigt le problème chez Disney. Disney qui a du mal à laisser vivre les personnages noirs comme la princesse et la grenouille. Et Soul, c'est nier encore une fois le corps noir. C'est nier le corps noir et il y a aussi cette idée de possession. Nos corps, ils sont utilisés comme du divertissement. C'est bien quand on est chanteuse, actrice, qu'on est dans cette créativité-là qui est de l'ordre du divertissement pour la blanchité. À partir du moment où, derrière, par exemple, ce statut-là, on demande des choses, on exige quelque chose de politique qui tente de renverser en fait, le système, et bien là, ça passe pas. Là, on est remis à sa place, on est silencié. Et dans Disney, c'est ça. Pour moi, je vois cette possession des corps-là, ce mouvement un peu paradoxal. À la fois, nos corps sont perçus comme pas désirables, laids, immoraux d'une certaine manière, parce qu'on ne correspondrait pas à cette beauté blanche standardisée. Et à la fois, on est tout le temps aspiré. On le voit avec le blackfishing, par exemple, les personnes qui vont, notamment des influenceuses blanches, qui vont on va dire, bronzer très fortement la peau pour paraître racialement ambigu. Parce que c'est toujours bien de potentiellement avoir des origines un peu exotiques, quoi. Avec la pratique du BBL aussi. Qui est une esthétique de femmes afro-américaines et noires en général, quoi, avec pas mal de formes, etc. Et donc, moi, ça me pose cette question-là. À la fois, nous, on nous impose une charge esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une couleur de peau foncée, donc il faudrait peut-être correspondre à des standards de beauté, donc se blanchir la peau, donc potentiellement avoir des cancers à cause de ces pratiques-là. Qu'est-ce que ça veut dire de s'imposer justement toutes ces pratiques de BBL, etc., parce qu'une femme noire doit être désirable et atteindre ces standards de beauté, et en même temps être perçue comme des personnes hypersexuelles, qu'on fétichise, qu'on essaie de remettre à leur place. On est toujours dans ce mouvement ambivalent, parce que c'est ça aussi, en fait, la charge raciale, c'est ça le racisme, de ne jamais vraiment être carré, même dans ses injonctions, en fait. Je fais vite parce que le temps nous presse. Pouvez-vous clarifier votre pensée sur le métissage ? Vous écrivez « Voir dans le métissage un progrès, c'est vouer nos existences à une éternelle bâtardise ». En tant que métisse, j'ai pas trop aimé la phrase. Est-ce que vous pouvez développer ? Ça peut piquer. Ouais. Oui, non, mais c'est évidemment de manière individuelle que les personnes se mettent en couple dans des races sociales différentes, je mets vraiment des guillemets, parce que la race en tant que biologie, clairement, n'existe pas. Donc, culturellement, être métissé de nationalités différentes, il n'y a pas de problème. En revanche, le discours politique et culturel qu'on nous sort, moi, je me mets un peu à distance. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on essaie de nous faire avaler là ? Quel discours vous Le discours politique, par exemple. Là, j'ai en tête, j'en parle dans le livre, Mélenchon, qui parle de créolisation, pour ne pas dire métissage, donc qui l'emprunte à Glissant. Et donc Édouard Glissant, qui est un penseur guadeloupéen, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Mélenchon parle de créolisation, de richesse, d'ouverture d'esprit, etc., qui nourrirait la France. Et moi, j'entends plutôt,
pour sortir du communautarisme, pour sortir et d'aller dans une France qui est totalement universelle et riche et sans couleur, il faut se mélanger, il faut le métissage. Mais oui, mais quelles sont les personnes qui, en général, diluent leur bagage culturel, ethnique? Quelles sont les personnes qui doivent délaisser quelque chose, justement, et se retrouver parfois incomplètes? Quelles sont les personnes qui ne veulent pas apprendre la langue à leurs enfants parce qu'on dit à l'école, quand c'est pas de l'espagnol, de l'anglais ou du mandarin, et encore, ça pour l'instant, voilà, à voir, quand c'est pas ces langues-là qui sont perçues comme des langues nobles, en général, on intime aux parents de ne pas parler une deuxième langue aux enfants parce que ce serait compliqué en termes d'apprentissage. Mais c'est clairement raciste, en fait. Donc, le métissage, pour moi, en tant qu'idéologie politique, c'est assez dangereux. Mais de manière individuelle, que les gens fassent absolument ce qui leur plaît. Merci pour la réponse. Dernière question. Quels sont vos conseils pour vivre avec cette charge raciale ou s'en débarrasser? Alors, des conseils, est-ce que ce sont des conseils? En tout cas, des pistes. Moi, je vois des voies de libération, notamment, justement, dans la communauté. Je ne crains pas le mot, même si en France, voilà, c'est mal vu. C'est-à-dire de faire communauté, donc au pluriel. Trouver des personnes avec qui on peut parler justement de ce racisme diffus qui nous intoxique le corps et l'esprit. Où on va pouvoir se retrouver et non plus quémander notre humanité, c'est-à-dire servir toujours de personnes qui vont témoigner, servir de personnes qui vont, nourrir ce bruit médiatique qui, au final, ne nous écoute pas vraiment. À la télévision, dans les médias, quand on parle de ces sujets-là, notamment dans des plateaux majoritairement blancs, la question, c'est pas tant d'écouter que de répondre et d'avoir le bon mot, le bon mot d'esprit, en fait, pour contrer nos paroles. Donc je me dis, en fait, est-ce que le silence, ce serait pas justement un moyen qui peut sembler paradoxal, de se retrouver, de faire soin, de faire communauté dans l'ombre, en fait. Un silence politique, au final, et qui nous permet aussi de faire émerger, justement, une parole qui est solide, une parole qui est politique, qui est forte, et qui ne demande, alors, en aucun cas, de nous reconnaître en tant qu'être humain, parce que dans notre noirité, nous sommes l'humanité.